D'un côté, la bourse continue de grimper, de monter, et donc la valorisation du patrimoine des milliardaires, alors que les économies sont exsangues et sont sous perfusion. Et puis de l'autre côté du spectre, dans les pays émergents, dans les pays pauvres, notamment en Inde, au Brésil, eh bien, on observe plus de 100 millions de personnes en situation d'extrême pauvreté. Donc il y a vraiment cette polarisation très forte, extrême, d'une inégalité mondiale qui était en réalité déjà là avant le Covid. Ce qu'on note aussi, et ce que dit aussi ou redit votre rapport, c'est que l'essentiel de la richesse mondiale est possédé par les plus riches. 76% de cette richesse par les 10% les plus riches et les 50% les plus pauvres n'en possèdent que 2%. Comment expliquer ce ratio vertigineux? C'est avant tout une question de choix politique, selon vous? C'est l'un des grands enseignements de ce rapport, c'est que les chiffres sont ce qu'ils sont, le niveau d'inégalité est extrême, mais on peut agir, on peut faire des choses pour avancer. Et quand on regarde les différents pays, leur trajectoire inégalitaire au cours des dernières décennies, on se rend compte que certains ont réussi mieux que d'autres à contenir la hausse des inégalités en mettant en place des politiques sociales, des politiques de redistribution financées par des impôts justes. C'est le cas de l'Europe, notamment. Alors, l'Europe a réussi à préserver son modèle social jusqu'ici, c'est-à-dire des services publics, accès équitable à la santé, à l'éducation. On ne trouve pas ça dans de nombreuses autres régions et même au sein de certains pays riches. Les États-Unis, par exemple, l'accès à la santé est défaillant, l'accès à l'éducation est souvent privatisé, coûte très cher, endette les étudiants. L'Europe a réussi à maintenir cette dose de services publics. Mais la question qui se pose pour les Européens, partout dans le monde également, c'est comment est-ce qu'on les finance ? Qui paye? Et qui va payer l'addition de la dette Covid? Les pays riches ont contracté 15 points à 20 points de dette pour financer les programmes spéciaux pendant le Covid. Est-ce qu'on va demander aux jeunes d'aujourd'hui, ceux qui étaient dans les files alimentaires, est-ce qu'on va leur demander dans 10 ans de repayer la dette? Ou est-ce qu'on va se coordonner pour dire les milliardaires, les multimillionnaires qui ont bien profité pendant la crise seront mis un peu davantage à contribution? Par la fiscalité. Par la fiscalité, en fait, c'est un outil qui est transparent, qui a été utilisé par le passé après des situations de crise, notamment après la Seconde Guerre mondiale. Les États étaient très endettés. On a utilisé dans certains pays la fiscalité, notamment en Allemagne, sur les très élevés, pour repayer une partie de cette dette. Mais est-ce qu'une fiscalité mondiale est possible? On connaît le problème des paradis fiscaux, de l'optimisation légale aussi. Est-ce que, clairement, c'est possible aujourd'hui? Alors, sans contrainte. Il y a des bonnes nouvelles dans l'actualité récente. Vous savez, il y a une dizaine d'années, quand on parlait de taux minimum mondial d'impôt sur les sociétés, tout le monde disait « mais non, c'est pas possible, vous êtes de dangereux utopistes ». Eh bien, il y a quelques mois, l'OCDE s'est mis d'accord, et même l'ensemble des pays du monde s'est mis d'accord sur un taux minimum mondial pour les multinationales. 15%. 15%, ça paraissait complètement impossible il y a quelques années. On pense que ces 15%, ce n'est pas encore suffisant, puisque dans de nombreux pays, les acteurs de l'économie réelle, le libraire, le café-restaurant du coin de la rue vont payer plus que ça. Un taux à 27% en France notamment. Mais ça montre que des choses sont possibles et qu'on peut avancer. Et c'est ça qu'on met en avant dans ce rapport, c'est qu'il y a beaucoup de solutions et qu'on peut les mettre en œuvre si on s'en donne les moyens. La théorie du ruissellement mise en avant notamment par Emmanuel Macron, il n'en parle plus tellement d'ailleurs, ne semble pas fonctionner. Plus certains gagnent, plus les autres en profitent, selon cette idée libérale. Pour vous, c'est surprenant que ça ne fonctionne pas? En fait, il y a deux manières de voir la prospérité d'un pays et comment fonctionne l'économie. La première, c'est effectivement le ruissellement. C'est l'idée de dire que moins les impôts seront élevés sur les très riches, plus le reste de la société se portera bien. Et nos données montrent que c'est pas comme ça que ça s'est passé. En réalité, les pays qui ont réduit leur taux d'impôt sur les très riches sont des pays qui ont pas franchement bien généré de la croissance pour les classes moyennes et les classes populaires. Et puis il y a une autre vision qui est celle de dire en fait c'est en investissant dans l'éducation, dans la santé, dans les infrastructures, dans les services publics que ça va fonctionner. Et dans la décarbonation, écrivez-vous aussi. Et bien sûr, et dans la transition écologique qui est le grand enjeu du moment. Et d'ailleurs, c'est ce que sont en train de réaliser les Américains avec Joe Biden qui veut faire ses grands plans d'infrastructure. Les Allemands, on l'a vu tout à l'heure dans votre journal, mettent aussi en avance l'importance de ces investissements. Donc il y a un changement qui est en train de s'opérer et on espère que ce changement peut être accéléré dans les mois, dans les années qui viennent. Autre enseignement riche de votre rapport, c'est l'inégalité de genre, clairement. Les femmes ne touchent que 35% des revenus mondiaux.
Donc oui, le patriarcat est encore très visible dans les données. Au niveau mondial, les hommes perçoivent 65% de tous les revenus du travail, les femmes 35% restants, alors qu'elles représentent 50% de la population et qu'elles ne contribuent pas moins que les hommes au bon fonctionnement des sociétés. Et on observe une petite évolution positive depuis 30 ans. Cette part était de 30%, on est passé à 35%. Mais si on continue cette tendance, il faudrait à peu près un siècle pour atteindre la parité. C'est long quand même. Hein. C'est assez long. Et donc, bon, il faut accélérer le mouvement. Et pour cela, encore une fois, pas de fatalité, mais des choix politiques. Bon, c'est quand même un rapport optimiste, on va dire, malgré un bilan lourd. Hein. Alors, le bilan est compliqué, le bilan est lourd, mais oui, encore une fois, tout est question de politique sociale, de fiscalité, de politique économique. Ça tombe bien avant la présidentielle en France, ça donne des idées. Merci à vous, Lucas Chancel, d'avoir été avec nous. Je rappelle donc que vous avez sorti ce rapport du laboratoire sur les inégalités mondiales. Merci d'avoir été avec nous sur TV5 Monde. Et c'est la fin de votre journal.